Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Belles Lettres, votre magazine. D'emblée, je vous préviens qu'aujourd'hui, Belles Lettres va naviguer entre la raison et la foi, dans la mesure où l'invité de ce jour, le docteur Folé Lingunda, est à la fois un homme de réflexion et un homme de foi, professeur des universités, pasteur et auteur de plusieurs ouvrages. Je vous invite à les découvrir à travers cet élément. Le révérend Dr Folé Lingunda, PhD, est professeur des universités en République démocratique du Congo et en Afrique du Sud. Il est le représentant légal de la communauté des églises missionnaires des restaurations et pasteur titulaire de la paroisse internationale délimitée à Kinshasa. L'invité des Belles Lettres a un doctorat en mission et leadership des Esbury Theological Seminary en 2009 aux États-Unis, dont la thèse est publiée la même année, et un autre PhD en missiologie des Northwest University en 2016 en Afrique du Sud, sanctionné par les prix d'excellence académique, dont la thèse est publiée par Langham, Angleterre, en 2018. Missionnaire avec sa famille au Burundi de 2011 à 2017, il a servi au sein des International Leadership University, tour à tour comme chef de département de missiologie, doyen de la faculté de théologie, secrétaire académique et recteur intérimaire. Actuellement, le révérend Dr Folé Lingunda est chargé de recherche à Northwest University, Potchefstroom, Afrique du Sud, où il dirige des travaux de thèse de 3e cycle. Il sert aussi d'examinateur des thèses de 3e cycle à Northwest University, University of South Africa et South Africa Theological Seminary. Il enseigne dans quelques universités en RDC et dirige Africa Center for Interdisciplinary Studies, Kinshasa, RDC. Affilié à plusieurs associations de missiologie, Dr Folé est aussi membre des Theologians Without Borders, un organisme international qui déploie des théologiens enseignés à travers le monde, et The Society of Christian Scholars, une plateforme mondiale des universitaires chrétiens. Ses domaines de recherche incluent missiologie, leadership et éducation. Invité des Belles Lettres, le docteur Folé souligne que la raison et la foi peuvent cohabiter dans l'homme. Tout dépend de la place et de l'importance qu'on accorde à l'une comme à l'autre. Pour lui, la lecture s'avère importante dans la mesure où elle apporte de nouvelles idées à l'homme tout en permettant à ces derniers de développer son esprit critique. Bonjour docteur. Bonjour Laurent. Bienvenue à Belles Lettres. Merci. Docteur, nous sommes ravis de vous recevoir sur ce plateau, d'autant plus que nous sommes convaincus, durs comme fer, que les lumières que Dieu a placées en vous vont nous éclairer, ainsi que nos téléspectateurs. Je l'espère. Ok. Vous êtes un homme qui allie à la fois qualité intellectuelle et engagement missionnaire. La raison peut-elle cohabiter avec la foi? Oui, je peux dire oui, parce que toutes les deux habitent l'homme qui est créé par Dieu. D'ailleurs, c'est ça qui fait la différence entre les êtres humains et les animaux qui sont conduits par l'instinct. Et nous, nous sommes conduits par des facultés mentales que Dieu a placées à nous. Et la raison et la foi cohabitent dans l'homme. Ok. Est-ce que le mariage entre la raison et la foi, chez un théologien comme vous, est-ce vraiment un mariage viable? N'est-ce pas un mariage où règne la suspicion entre la foi et la raison? Exactement. La raison et la foi cohabiter poussent toujours à des suspicions. Mais moi, je pense que les deux sont au service de l'homme. Oui. Et le problème, c'est maintenant question de savoir qu'est-ce qui vient avant l'autre et quelle importance on donne à l'une contre l'autre. Et c'est là où se pose le problème. Mais pour moi, ça ne poserait aucun problème d'exercer ma foi ainsi que d'exercer ma raison.
Vous savez, je venais de dire tantôt que l'homme nous a créés avec des facultés mentales, effectivement, parce qu'il ne voulait pas travailler avec l'homme comme un robot. Dans le jardin d'Éden, il a placé l'homme devant un fait accompli. L'homme devrait faire le choix. Et faire le choix, c'est à partir des raisons. La raison fait intervenir des preuves, des évidences, des démonstrations, et tandis que la foi fait intervenir maintenant la confiance. En latin, fides, c'est-à-dire confiance. Et en matière de la foi maintenant, par exemple, quand on prend la théologie, les études théologiques, là où se pose le problème, c'est quand on voudrait faire des études théologiques simplement par la raison et ne pas faire intervenir la foi. Ou bien là où on voudrait faire les études théologiques simplement par la foi et ne pas faire intervenir la raison. C'est là où se trouve le problème. Mais je pense que Dieu nous a créés avec ces deux facultés et pour nous servir, pour bien l'appréhender et bien le servir. Chez vous, l'exercice de la raison est venu avant l'exercice de la foi, ou c'est l'exercice de la foi qui est venu avant l'exercice de la raison? Par rapport à Dieu, oui. Je peux dire que ma conversion est venue à partir de cette tension qui existe entre la foi et Dieu, la foi et la raison. Je me rappelle, j'avais 16 ans, j'étais en train d'étudier le cours de philosophie, oui. Et on a parlé de Jean-Paul Sartre qui essaie de voir la présence de l'homme et ce qu'il est capable de faire. Et il est arrivé à cette logique selon laquelle si l'homme existe, Dieu n'existe pas, oui. Ou si Dieu existe, l'homme n'existe pas. Mais comme l'homme existe avec tout ce qu'il est en train de faire, il a tiré la conclusion que Dieu n'existe pas. Et je vous assure, Laurent, moi j'avais cru et vu mon expérience ici d'une famille pauvre et pourtant mon père était quelqu'un qui avait un travail, mais à cause de la rébellion, il a perdu tout ce qu'il avait et j'ai grandi dans un contexte de pauvreté. Oui. Et cela a poussé à moi une sorte de doute. Dire que mais si Dieu existait, pourquoi mon Dieu, innocent qu'il était, pouvait être réduit à ce niveau où je vais à l'école avec un seul pantalon. Et quand j'ai appris la notion de Jean-Paul Sartre, j'ai dit non, Dieu n'existe pas. Parce que si Dieu existait, je ne pouvais pas vivre ce que je suis en train de vivre. Alors là, je peux dire que la raison a précédé ma foi, oui. Du fait que j'ai douté de l'existence de Dieu. Mais heureusement pour moi, la même semaine, il y a eu une campagne d'évangélisation là où le prédicateur s'est servi de la parole de Dieu pour dire que un fou dit dans son cœur, un insensé dit dans son cœur que Dieu n'existe pas. Alors, philosophie étant l'amour de la sagesse, la conclusion que j'ai tirée, c'est dire que si je ne crois pas à l'existence de Dieu, je ne suis pas sage, je suis plutôt un insensé. Oui. Et c'est là où j'avais donné ma vie à Jésus. Donc, dans mon contexte, la raison a prévalu, mais heureusement pour moi, le Saint-Esprit a travaillé à travers la parole de Dieu et a fait naître la foi. Mais dans l'étude des notions théologiques, oui. C'est là où, par moment, on peut commencer par la raison, soit on peut commencer par la foi. Je vous donne l'exemple de l'étude ici, la théologie, le discours sur Dieu. Alors, en tant que théologien évangélique, je commence avec la foi. La foi, oui. Parce que je ne sais pas vraiment prouver l'existence de Dieu par ma raison. Oui. Et là, j'utilise ma foi. Mais en se servant de ma foi, au fur et à mesure, j'ai fait intervenir aussi la raison. Pourquoi? Parce que Psaume 119 vous dit, regardez simplement la création, vous pouvez disséquer
qu'il y a quelqu'un qui est derrière cette création. Et là, je commence à faire intervenir la raison. Donc, ça dépend maintenant des contextes. On peut commencer par la raison ou par la foi, ou par la foi ou par la raison. Mais c'est quand on reste dans un seul cas, et là où ça devient un problème. Votre conversion remonte à quand, là? Et c'est depuis 1978. Okay. De quoi se nourrit la foi, votre foi? Oui, comme vous savez, dans Hébreux chapitre 11, c'est là où nous trouvons la définition biblique de la foi. L'assurance qu'on a des choses qu'on ne voit pas. Et la foi se nourrit à ce moment-là, d'abord, de la parole de Dieu. Okay. C'est la parole qui vient nous révéler tout ce qui est caché. Et récemment, j'ai animé une conférence là où j'ai insisté sur Éphésiens chapitre 3, verset 10. Oui. Que c'est par l'Église que Dieu révèle sa sagesse infiniment variée au monde. Donc, cette sagesse de Dieu est révélée dans la parole de Dieu. Et c'est cette parole qui nourrit la foi. Mais il y a également cette relation personnelle qu'on peut avoir, entretenir avec Dieu à travers la prière. Parce que comme vous le savez, à travers la lecture de la Bible, c'est Dieu qui nous parle. Oui. Mais à travers la prière, c'est nous qui parlons à Dieu. Donc, la parole de Dieu, la prière nourrissent notre foi. Et la raison, de quoi se nourrit-elle? Oui, la raison... De la lecture aussi? Oui, la raison se nourrit de beaucoup de choses. D'abord, il y a ce débat parmi les théologiens concernant la constitution de l'être humain. Oui. L'être humain est-il constitué de 2 ou 3 parties? Pour ceux qui disent que l'homme est constitué de 2 parties, ils misent sur la partie matérielle qu'on peut voir et la partie immatérielle qu'on ne peut pas voir. Oui. Alors d'autres disent, oui, c'est 2 parties dans ce sens-là, mais quand on entre dans le détail de la partie immatérielle, on peut identifier l'esprit et l'âme. Et à ce moment-là, on a le corps qu'on peut voir, on a l'âme et l'esprit qu'on ne peut pas voir. Et Hébreux chapitre 4, verset 12 nous dit que la parole de Dieu est tellement tranchante qu'elle peut séparer l'esprit et l'âme. Oui. Donc la conviction que beaucoup, y compris moi-même, avons, c'est que l'homme est constitué de corps, âme et esprit. Alors l'âme est le siège de la pensée, de la raison, de l'émotion, du comportement. Et l'âme, en grec, psyché, la psychologie, la psyché, sont les émotions, l'intelligence, des réflexions. Alors, pour nourrir l'âme, la raison, la pensée, il y a la lecture. Oui. Il y a, au fait, on peut parler de la connaissance qui vient de la lecture, qui vient de l'expérience, qui vient de la sagesse. Et même chez nous en Afrique, avant même la littérature, on ne peut pas dire que l'Africain n'était pas intelligent. Père Tampers a initié la philosophie bantou exactement pour confondre ceux qui disaient que l'homme noir, parce qu'il avait fait cette étude parmi les Balouba, et bon, une étude qu'on peut généraliser, et les gens pensaient que l'homme noir avait un quotient intellectuel minime. Mais lui, il a démontré qu'avec la sagesse, des connaissances que les ancêtres transmettaient autour du fait, ça nourrissait la raison de l'homme. Donc, la raison peut être nourrie des lectures, des conseils, des contacts, de l'expérience. Donc, si je vous ai bien saisi, la raison peut être nourrie par la connaissance, pas seulement la connaissance biblique, mais la connaissance dans tous les autres domaines de la vie. Exactement. Parce que quand on dit 1 plus 1 égale 2, bon, vous savez, la Bible dira 1 plus 1 égale 1. C'est par rapport au mariage. Par rapport au mariage. Oui. Que représente le livre et la lecture pour vous? Disons,
il y en a quand ils me voient écrire, Oui. ils me voient prêcher, enseigner, ils se posent la question, mais Follet, d'où vient tout ça? Et moi, je leur réponds, c'est la lecture. C'est à travers la lecture. Parce qu'en lisant, vous apprenez de nouvelles choses, et surtout en lisant, dans cette approche que moi j'ai appris, parce que j'ai beaucoup étudié dans le monde anglo-saxon, Oui. et le critical thinking, la pensée critique. Parce que vous savez, quand vous lisez quelqu'un, vous voyez des insuffisances. Oui. Il y a une phrase qu'il écrit, mais vous dites, moi aussi c'était moi, j'aurais pu dire ceci. Donc, à fait. quand vous dites j'aurais pu dire ceci, alors vous avez acquis une nouvelle connaissance. Oui. Donc, dans les insuffisances des autres. Donc, c'est à travers la lecture, à travers le voyage, à travers les expériences que j'acquiers. À quand remonte votre premier contact avec le livre? Le premier contact remonte à quand j'avais 8 ans, quand j'ai eu la grâce, parce que je peux dire la grâce d'être inscrit à l'école. Vous savez, tout ce qui m'a poussé à être en quelque sorte athée, c'était du fait que ma vie était tellement difficile à vivre. Dans l'histoire de mes parents, ils avaient tout. Mais à cause de la rébellion, ils ont tout perdu. Alors je suis né dans ce contexte de pauvreté. À tel enseigne qu'ils n'étaient pas en mesure de m'envoyer à l'école à l'âge de 5 ans, par exemple, et 6 ans. C'est plus tard, vers 8 ans, qu'ils m'ont inscrit à l'école. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à lire. Mais je dois vous révéler quelque chose, Laurent. J'ai commencé à enseigner quand j'avais 8 ans. À 8 ans. Quand j'avais 8 ans à l'école primaire, Oui. et quand on revenait de l'école à la maison après avoir mangé, j'organisais ma propre école. Mes cadets, mes aînés, mes collègues venaient. J'enseignais et à la fin, je donnais un examen, je corrigeais et je proclamais. Et c'était comme ça chaque jour. Et aujourd'hui, quand je vois ce que je fais, j'ai été enseignant à l'école primaire, à l'école secondaire, à l'institut supérieur, maintenant dans des universités, et je vois que non, c'est une vocation qui a commencé depuis longtemps. Et c'est à cause de la lecture. Une vocation précoce. Voulue par Dieu. Et qu'est-ce qui vous a poussé à écrire? Oui, parce que je voyais que normalement, moi, je suis timide de par ma nature. Oui. Et actuellement, quand ma mère me voit en train de prêcher, d'enseigner, elle dit non, ce n'est pas mon fils que je connais. Et je suis de nature timide. Quand je grandissais, je réfléchissais beaucoup. Moi, c'était la lecture et qui me poussait à découvrir beaucoup de choses, à acquérir beaucoup de choses. Mais en ayant ces choses, je voyais une sorte de hiatus entre moi et mon entourage. Oui. Et au même moment, je me retrouvais dans une situation de responsabilisation. Dire que mais, ce que je connais, si je pouvais partager avec les autres. Oui. Alors comme j'étais de nature mou, timide, j'ai dit la meilleure façon, c'est d'utiliser mon stylo. Et c'est alors que j'ai commencé à écrire pour communiquer. Et je me rappelle, j'étais au niveau de 4e et secondaire, que j'ai commencé à écrire des petits poèmes, des textes, des essais. Pour communiquer. Pour communiquer. Et le plaisir d'écrire. Et là, je vous dis, Laurent, pour moi, écrire, vous voyez, dans certains domaines, pour faire quelque chose, vous suez, oui. vous transpirez, oui. vous faites beaucoup d'efforts. Mais moi, tous les livres que j'écris, même mes 2 thèses doctorales que j'ai écrites, c'est d'abord la première fois que je me mets à réfléchir sur un sujet, j'ai fait le brainstorming oui. et j'ai déjà un plan. Et je peux dire que j'écris mes choses le premier jour.
Mais le reste, c'est là où je viens ajouter un peu du piment, des oignons et tout ça. Donc c'est vraiment un plaisir pour moi et quand j'écris, je trouve que non, c'est là où je me sens. Est-ce qu'on peut parler d'inspiration divine dans ce cas-là? Oui, normalement. Des choses qui vous arrivent facilement. Oui, je crois. Oui. Je crois que c'est un don. Je crois que c'est un don. C'est Dieu qui inspire et parfois, et quand je me mets à relire ce que j'ai écrit, et à ce moment-là, je me mets dans ma peau de follet et je me dis non, ce n'est pas moi qui ai écrit ça. Donc, je peux dire que c'est une inspiration. Et s'il vous était demandé de choisir entre écrire et donner cours, professeur, écrivain, professeur, choisir entre les deux? Disons que je ne choisirais pas entre les deux parce que, en tout cas, c'est les deux. Et d'ailleurs, c'est pour cela, le fait d'écrire a façonné ma façon de parler. Et à telle enseigne que maintenant, je peux facilement communiquer ce que j'aurais déjà écrit. Donc, je ne choisirais pas l'un au détriment de l'autre. Docteur, là, je vois un livret que vous avez publié récemment. Dit PhD face au dilemme de la réactivité et de la proactivité, les enjeux d'une carrière théologique fructueuse dans un monde en perpétuel changement. C'est un livret et là-dedans il est dit que c'est juste le 5e chapitre d'un livre qui doit paraître. Exactement. Quel livre? Disons, je dois placer le livre dans son contexte. Oui. J'ai conçu la rédaction de ce livre, c'était l'année passée, 2019, oui. Dans le contexte des études théologiques en Afrique francophone. Oui. Pour votre information, depuis que les missionnaires protestants sont arrivés au Congo en 1878, oui. la première faculté de théologie a vu le jour plus tard, en 1959. Pourquoi? Parce que au niveau mondial, oui. on avait fait le constat que seulement dans le pays anglophone d'Afrique où on pouvait trouver des facultés de théologie qui offraient des programmes du niveau des graduats, s'il faut utiliser les termes de notre pays, graduat, licence et doctorat. Quand déjà avant 1950, on pouvait avoir des institutions au niveau d'Afrique du Sud, de Nigeria, de Ghana, de Libéria, qui octroyaient des diplômes à ce niveau-là. Mais ils ont constaté que dans la partie francophone de l'Afrique, il n'y en avait pas. Et surtout du côté théologique. C'est ainsi qu'ils voulaient commencer une faculté de théologie. Oui. Et cette première faculté de théologie devrait être établie soit à Kinshasa ou à Yaoundé au Cameroun. Alors, vu la situation géographique de Yaoundé, qui est un peu plus proche de beaucoup des pays de l'Afrique francophone, donc ils ont choisi Yaoundé pour implanter la faculté de théologie, la toute première. Mais comme il y avait beaucoup de sociétés missionnaires protestantes au Congo, oui. Alors, ils n'étaient pas contents. Ils ont dit non, c'est ici où il y a un grand champ missionnaire. Cette faculté devrait avoir lieu ici. Alors, ils ont précipité. En 1959, ils ont implanté une faculté, ce qui est devenu aujourd'hui IPC, Université protestante au Congo. Et une année après, en 1960, maintenant, celle-là, qui est allée à Yaoundé, a vu le jour. Donc, au niveau de l'Afrique francophone, historiquement parlant, oui. La première faculté de théologie francophone, c'est celle qui se trouve au Congo. Alors, de 1959 à 2019, ça a totalisé 60 ans. Ok. Alors, moi, je m'étais posé la question. Après 60 ans des études théologiques en Afrique francophone en général, oui. Et au Congo en particulier, oui. Où sommes-nous? Et c'est cette question-là qui m'a poussé à essayer d'observer ce qui s'est passé
et a intitulé mon livre « De la fragmentation à l'intégration, quête d'un nouveau corpus pour des études théologiques ». Et dans ce livre, qui comporte 7 chapitres, je suis en train de démontrer que pendant 60 ans, la formation théologique a été offerte d'une manière fragmentée. Okay. Et que maintenant, après 60 ans, nous devons procéder à l'intégration de cette formation. Alors, dans cela, je soulève aussi cette problématique de triple mission d'une institution universitaire qui consiste à offrir un enseignement de qualité, oui, à promouvoir une recherche de qualité et à servir la communauté. Et quand j'observe ces 3 dimensions du mandat d'une institution universitaire, et je me dis, il se pose certainement un problème pour les détenteurs de doctorats. oui. PhD, c'est, disons, l'acronyme ou l'abréviation de Philosophy Doctorate, Oui. hein, le doctorat en philosophie. C'est les degrés les plus supérieurs de tous les grades universitaires. Alors, quelle est la mission d'un détenteur de diplôme de doctorat? C'est la problématique que je soulève là. Et je réalise que dans notre contexte, et là je parlais plus de la théologie, les détenteurs de diplômes de doctorat jouent plus à la défensive qu'à l'offensive. Ils sont plus réactifs que proactifs. Alors, être proactif, c'est quoi? C'est agir en amont, créer, initier. Être réactif, c'est agir en aval. Oui. On n'essaye pas, on attend que quelqu'un d'autre essaye et on peut venir avec des critiques, avec des évaluations. Et c'est l'observation que j'ai faite du point de vue surtout théologie protestante. Parce que quand nous parlons de philosophie bantou, c'est du côté de nos amis catholiques. Oui. Quand nous parlons de théologie africaine, c'est du côté de nos amis catholiques avec Monseigneur Tarsis Tshibangou. Oui. Et moi, je me suis posé la question, après 60 ans des études théologiques protestantes, qu'est-ce que nous avons produit? Et c'est là où j'ai dit, en toute franchise et avec beaucoup d'humilité, nous pouvons réaliser que nous avons plus agi en réactif qu'en proactif. C'est ça le reproche essentiel que vous formulez contre cette théologie héritée des Européens. Exactement, parce que, vous savez, ça comporte toute une culture. Et moi, comme je vous ai dit, j'ai fait mes thèses doctorales dans le système anglophone. Oui. J'enseigne plus dans le système anglophone. Et la différence que je vois entre les systèmes francophones et anglophones, c'est au niveau même des recherches. Et dans les systèmes francophones, c'est l'élève qui est dépendant au maître. Du maître, oui. Il dépend du maître. Il est dépendant du maître. Oui. Il attend tout du maître. Oui. Le maître se tient là debout, en train d'enseigner du début à la fin. Tandis que dans les systèmes anglophones, c'est le win-win, c'est le gagnant-gagnant. Comment? Le maître vient avec des sujets et il incite l'étudiant à réfléchir et à chercher des alternatives à ces sujets. Il y a cet esprit de créativité qui est incité dans l'élève. Et vous voyez, j'ai lu dernièrement le rapport des rankings des meilleures universités du monde. Dans ces rapports, on dit que les 5 premiers pays qui ont de meilleures universités sont les suivants. Il y a les États-Unis, oui, suivi d'Angleterre, suivi du Canada, oui, il y a Allemagne et puis Australie.
Et les critères principaux qu'ils ont identifiés, sont des universités là où on pousse les gens à la création de nouvelles connaissances. Et j'étais émerveillé de voir que l'université de Chicago, seule, a fait sortir 90 prix Nobel de la paix. Là. Une seule université, 90. Vous savez, vous recevez le prix Nobel suite à la création de la connaissance. Alors, la connaissance ne peut pas être créée sans recherche. Et je me dis, dans le contexte qui est le nôtre, il y a nécessité qu'on puisse miser plus sur la recherche pour que les étudiants soient proactifs, soient productifs. Et avec le système LMD, nous sommes en train de nous pencher vers les systèmes anglo-américains. Exactement. Vous savez, le système LMD est né de l'espace européen pour essayer de concurrencer le système américain. Et le système LMD qui est très avantageux, et je ne sais pas pourquoi, chez nous ici au Congo, on est en train d'hésiter. Bon, je sais qu'il y a beaucoup de paramètres qui entrent dans la ligne de conduite. Alors, le système LMD permet que, par exemple, pour une heure, disons un crédit qui correspond à 30 heures, vous avez 10 heures ou 15 heures de contact entre l'enseignant et l'étudiant. Et le reste du temps, c'est l'étudiant qui le passe dans la recherche. Et c'est pour cela que j'ai été même conduit à produire ces petits manuels sur comment produire un mémoire de licence du système LMD qui complique beaucoup de gens. Parce que quand vous voyez nos mémoires produits ici, vous verrez qu'il y a beaucoup de plagiat. Tandis que le système LMD insiste à ce que l'étudiant crée. Il peut se référer à d'autres parce que la science se construit par ce qui a été produit par le passé, mais il peut se référer à d'autres, mais ne pas simplement dupliquer ce que d'autres ont déjà fait. Et ce n'est pas facile de le faire. Et vu mon expérience dans ce système, j'ai été au Burundi, là où nous sommes allés implanter une université du système LMD pendant 6 ans. Et vu cette expérience, revenant au pays ici, j'ai dit non, si je peux maintenant mettre ceci à la portée des autres. Et c'est comme je vous ai dit, ce qui me pousse à écrire, c'est que en lisant, je connais, mais j'ai cette obligation de partager avec les autres. Quelles sont les pistes que vous proposez pour nourrir la réflexion des théologiens protestants africains? La piste de réflexion, je vois d'abord l'humilité. L'humilité. Parce que vous savez, même en français, quand vous écrivez quelque chose, vous dites « nous disons que ». Nous, c'est le nous, majesté. Pour dire que, bon, ce n'est pas simplement vous seul, mais c'est avec toute cette compagnie de connaisseurs et vous voulez vous affilier à eux. Et cette humilité, et qui est plus frappante dans le système anglophone, où quand vous écrivez, par exemple quand j'écris comme ça, je demande aux gens de faire la recension. Peu d'entre nous ici sont prêts à soumettre leurs livres et leurs publications à la recension. La recension a pour objectif d'évaluer l'ouvrage, le point fort, le point négatif, montrer la contribution de l'ouvrage pour vous permettre maintenant, dans de prochaines éditions, de voir comment compenser à vos faiblesses. Alors, il y a la première chose, c'est l'humilité. L'humilité de se faire évaluer par les autres, l'humilité d'apprendre auprès des autres. Alors, la deuxième chose, c'est la recherche. Parce que on ne peut pas parvenir à l'innovation sans une recherche rigoureuse. Donc, il faut vraiment une recherche, il faut la recherche. Et la recherche va avec la lecture. Et pour preuve, si on est dans quelques institutions, vous verrez les syllabus que les enseignants
utilisent pour dispenser leurs cours. Parfois, ce sont des syllabus qui ont été confectionnés depuis il y a 30 ans. Les papiers étaient blancs et maintenant les papiers deviennent jaunes. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le temps de lire. Alors je crois qu'il y a l'humilité, il y a la recherche, il y a la lecture et il y a l'échange. J'ai publié un article parlant de que la nécessité de partir d'une recherche solitaire à une recherche communautaire. Vous savez, j'ai appris que vous êtes en train de faire aussi votre recherche. Vous le faites dans votre chambre, dans votre bureau, seul. Oui. Bon, ça c'est la première étape. Mais après avoir produit un draft, il faut maintenant l'exposer à la communauté pour que les gens lisent, trouvent ce qu'il faut encourager, ce qu'il faut fortifier, ce qu'il faut édifier, mais aussi ce qu'il faut corriger. Corriger, enlever. Vous voyez? Alors c'est ça ce que j'ai dit, il faut partir d'une recherche solitaire à une recherche communautaire. Et je crois que c'est un grand défi dans notre contexte aussi. Dans ce monde qui est en perpétuel changement, vous ne trouvez pas que ce n'est plus le moment que la théologie soit pensée en termes d'inculturation ou de repli identitaire? Exactement. Dans ma deuxième thèse, qui est d'ailleurs publiée en Angleterre, Transforming in Theology, je démontre dedans que nous devons quitter la théologie identitaire. Par exemple, la théologie africaine était une théologie identitaire. Et vous voyez ce débat qu'il y a eu entre Tshibangou et son professeur Alfred Van Est. C'était parce que l'étudiant Tshibangou voulait quand même corriger quelque chose dans le savoir du professeur pour dire que non, il y a quand même lié que nous les Africains, nous puissions repenser la théologie, nous puissions faire la théologie, nous puissions dire la théologie. C'était identitaire et dans ces contextes-là, ça valait la peine. Mais je crois qu'aujourd'hui, nous sommes dans un contexte de mondialisation, dans un contexte de donnant-donnant, dans un contexte où ce que nous avons, nous pouvons aussi partager avec les autres. Et je crois que nous devons passer d'une théologie identitaire à une théologie universelle. Quelque chose que nous pouvons produire ici, qui peut nourrir d'autres gens. Et ça, c'est ma conviction. Et si nous restons dans une théologie identitaire, nous serons coffrés. Et pour cause, vous voyez, même pour la théologie africaine, le berceau de la théologie africaine est le Congo. Mais la discussion actuelle sur la théologie africaine ne se fait plus à partir du Congo. Aujourd'hui, vous verrez les Kenyans, le Nigérian, les Sud-Africains, ce sont eux qui produisent sur la théologie africaine. Le berceau de la philosophie bantou, c'était le Congo. Mais aujourd'hui, quand vous voulez lire quelque chose sur la philosophie bantou, c'est au Rwanda. Et c'est le danger que nous courons si nous voulons rester dans la théologie identitaire. Et vraiment, c'est un défi que je lance à vos téléspectateurs, collègues chercheurs, théologiens, ou même d'autres sciences, vraiment de produire maintenant pour le monde. Produire pour le monde et non produire pour la consommation locale. Vous savez comment vous pouvez savoir si vous produisez pour la consommation locale? C'est quand, par exemple, vous faites entrer votre nom sur Google. Et vous verrez, si votre nom apparaît, c'est pour dire que vous avez produit pour la consommation internationale. Sinon, c'est la consommation locale. Est-ce que cela n'est pas dû au fait que nous sommes dans une culture où les gens n'ont le regard fixé que sur le présent et non sur l'avenir ou le passé? Exactement, c'est ça le problème. Quand nous voyons simplement le présent, nous voyons nos difficultés, mais nous ne voyons pas des opportunités que nous pouvons voir, nous pouvons trouver à partir de nos difficultés. Et vous savez, c'est dans les moments difficiles d'ailleurs que quelqu'un peut s'asseoir,
commencer à réfléchir et puis générer de nouvelles idées. C'est dans des moments difficiles. Et nous devons être contents de pouvoir expérimenter des difficultés. Parce que c'est à ce moment-là où on peut se tenir la tête et commencer à penser et venir. Vous voyez, tous les savants que vous pouvez identifier dans toutes les disciplines, c'est dans des moments difficiles qu'ils ont commencé à chercher des alternatives. Alors nous devons plus ne pas nous concentrer au présent, mais voir l'avenir. Dans ce même ordre d'idées, il y a David Sills. Pour lui, la situation de réactivité ou de proactivité qui caractérise les églises dans le monde et les sociétés, d'une manière générale, est liée au fait qu'il existe 3 sortes de cultures. Il a parlé des cultures orientées vers le futur, et des cultures orientées vers le passé, et des cultures qui ne sont inclinées que vers le présent. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de culture orientée vers le futur? Oui, vous regardez simplement la culture occidentale en général et américaine en particulier. Vous entrez dans un supermarché pour acheter, par exemple, le pain. Et vous avez 10 choix. Vous avez 10 choix. Pourquoi? Parce que les gens pensent que par le passé, ce pain a causé ceci. Alors on peut faire ceci pour que cela ne puisse plus arriver. Oui. Et vous voyez, donc on cherche toujours des alternatives, des nouvelles possibilités. Oui. Parce que le monde change. Et vous voyez, aux États-Unis, la technologie, vous voyez toutes sortes de choses qui apparaissent. C'est pour prévenir ce qui peut arriver demain et répondre aux difficultés d'hier ou d'aujourd'hui. Donc c'est ça qui pousse les gens à avoir les nouvelles possibilités. Mais nous, quand on reste dans le présent, bon, on est là. Et comment sortir de cette situation-là? C'est comme si nous sommes enfermés dans un système où les gens ne réfléchissent pas, où les gens ne font plus de projection, le futur. Comment sortir de là? Mais je vois l'éducation est le point de départ. Comment? Le fait, Nelson Mandela a dit ceci, l'éducation est l'outil que quelqu'un peut utiliser pour transformer le monde. Et même dans la Bible, Romains chapitre 12, verset 2, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Et vous comprenez que tout passe d'ici. Pour voir ce que je suis en train de voir ici, pour que ceci arrive, ça a commencé à partir de la pensée. Et c'est pour cela, dans mon centre de recherche, nous avons la devise qu'il n'y a pas d'innovation sans recherche rigoureuse. Donc l'éducation, le système de l'éducation doit être révisité et mettre l'accent sur la création de connaissances. Et à ce moment-là, la recherche doit occuper une place de choix. Cela dépend en grande partie de la politique du pays. Oui, ça dépend, mais moi je n'aimerais pas tomber dans le pessimisme qui pousse les gens à dire bon, le gouvernement fait ceci, le gouvernement fait ceci. Ça me rappelle ce que le président américain John Kennedy avait dit, ne vous demandez pas ce que le gouvernement doit vous faire, mais demandez-vous de ce que vous devez faire pour le gouvernement ou pour votre pays. Et je crois, par exemple, les universités sont des laboratoires pour aider le gouvernement. Je prends IBTP. Pour répandre IBTP, on est allé chercher une entreprise. Et pourtant, l'IBTP, c'est une institution qui forme effectivement les peintres, tout ça. Mais pourquoi ne pas simplement demander à un département de l'IBTP de s'organiser et puis maintenant de trouver cet argent pour faire d'autres choses mieux que ce que l'entreprise peut faire sans laisser des choses à l'université. Donc l'université doit être l'outil
au service du gouvernement, un laboratoire. Aux États-Unis et ailleurs, quand le gouvernement veut prendre une grande décision, le gouvernement commissionne une recherche. C'est l'exemple de Obamacare aux États-Unis. Oui. Et c'est pour cela Trump avait des difficultés pour annuler Obamacare, parce qu'il avait commissionné une étude et les universités ont cherché des alternatives et puis ils ont choisi cette alternative et Obama a signé une ordonnance. Donc l'éducation, les institutions universitaires devraient être des laboratoires au service du gouvernement. Docteur, là, nous sommes en train de nous acheminer lentement mais sûrement vers la fin de l'émission. Nous vivons dans un monde en perpétuel changement, un monde plein de défis, de difficultés, où les gens sont en quête de salut. Il y en a qui cherchent ce salut dans la drogue. Là, je m'adresse aux missionnaires, à l'homme de foi que vous êtes. Quelle solution pouvez-vous proposer à tous ces gens-là? La solution, c'est Jésus. La solution, c'est Jésus. Je ne peux pas passer par 4 chemins. La solution, c'est Jésus. Sur la croix, il a dit tout est accompli. Et chercher la paix, le salut, la quiétude par nos moyens, on finit toujours par des suicides. Et c'est ça ce que nous voyons en Europe. Et je crois aujourd'hui, nous avons l'avantage de bien connaître Jésus et nous avons aussi cette responsabilité d'aller communiquer ce Jésus en commençant par notre Jérusalem et jusqu'aux extrémités de la terre. La solution, c'est Jésus. Et pour finir, avez-vous un mot à dire à propos de cette émission, Belles Lettres? Oui, bon, je voudrais d'abord vous féliciter. De temps en temps, je suis cette émission, même quand je suis en dehors du pays, à travers les réseaux sociaux. Et c'est vraiment un lieu approprié où nous devons nourrir notre pensée, hein, parce que, comme je viens de dire, c'est à travers la pensée que nous pouvons voir tout ce qui existe. Donc je vous félicite pour cette émission, je félicite le promoteur et je vous encourage à aller de l'avant. Et je remercie aussi les amis qui vous ont accompagnés pour couvrir cette émission. Et c'est vraiment un grand plaisir, ça a été un grand plaisir pour moi d'être ici avec vous. Okay, nous vous disons merci pour votre disponibilité et pensons que même prochainement, nous aurons encore à traiter sur d'autres sujets. C'est à moi de vous remercier. À toutes et à tous, merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro. Bye bye.